Avant la présidentielle américaine, les deux candidats qui entament leur sprint final vers la victoire, peut-être, puisque demain, 240 millions d'électeurs américains doivent s'exprimer dans les urnes en raison du décalage horaire. Il faudra attendre le lendemain, mercredi 6 novembre au matin, pour découvrir les premiers résultats. Pour parler de cette campagne présidentielle, comme chaque lundi depuis maintenant le début, depuis la rentrée dernière, nous sommes avec Sébastien Lévy, notre correspondant aux États-Unis à New York. Bonjour Sébastien. Bonjour Ivana. Merci beaucoup d'être avec nous et merci de rester éveillé aussi tard pour nous, puisqu'on sait qu'il y a un important décalage horaire entre Paris et New York. Alors est-ce qu'on peut revenir, on parle avec vous, c'est vrai, depuis des semaines maintenant de cette campagne présidentielle, du contexte finalement. On sait que Donald Trump, ça fait longtemps qu'il est le candidat des Républicains. Kamala Harris est arrivée un petit peu sur le tard. Oui, c'est l'occasion effectivement de faire un premier bilan, même si effectivement la campagne s'achèvera vraiment demain. Oui, ce qui est intéressant quand on revient un petit peu sur le passé, c'est que finalement Donald Trump, depuis sa défaite d'ailleurs qu'il n'a jamais reconnue, et ça a son importance, veut sa revanche. Donc il est le candidat putatif des Républicains depuis finalement le 7 novembre 2020, le jour de sa défaite. Il n'a jamais renoncé à dire qu'il avait gagné. Il est toujours resté dans l'image en voulant vraiment prendre sa revanche. Et les choses, finalement, évidemment, se sont accélérées dans la campagne en 2024. Il a posé sa candidature officiellement en 2023. 2024, les choses allaient extrêmement bien pour lui. Il était en tête plus ou moins dans les sondages. Il avait une avance assez nette dans les sondages, enfin, en tout cas assez sensible. Et puis il y a eu ce qui s'est passé les jours, je dirais, entre le 20 juin et le 20 juillet, tout s'est accéléré dans cette campagne, c'est-à-dire qu'il y a eu un débat catastrophique pour Joe Biden. Il y a eu ensuite la tentative d'assassinat contre Donald Trump, puis la convention des Républicains, qui a donné un momentum absolument énorme à Donald Trump, beaucoup plus fort que sa petite avance. Et là, ça a conduit au changement que l'on a tous vu, c'est-à-dire le renoncement de Joe Biden, qui a été extrêmement dur à obtenir parce qu'il ne voulait pas quitter la scène. Et ensuite, l'arrivée de Kamala Harris, qui a pris le relais parce que les démocrates se rendaient compte qu'ils allaient vers une défaite certaine, que toute cette campagne que Donald Trump avait prévue depuis sa défaite portait ses fruits. Donc les démocrates ont préféré arrêter les frais et nommer Kamala Harris. Effectivement, mais un désistement peut-être trop tard, en tout cas pour les observateurs, ce qui a peut-être causé du tort finalement aux démocrates. Alors peut-être un bilan de cette campagne au début, un début en fanfare pour Kamala Harris, puis on voit que finalement ça tend à se déstabiliser du côté de sa campagne. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, et vous avez raison, un des problèmes que Kamala Harris a dû rencontrer, c'est qu'elle n'est pas très connue de la part des Américains, elle n'est pas très définie et c'est compliqué de le faire en 3 mois. Mais ce qui est intéressant quand on se souvient, c'est que quand elle est rentrée en campagne, il y a eu un tel soulagement de la part des démocrates, il y a eu une vague d'enthousiasme et vous avez eu finalement Kamala Harris qui a repris le dessus dans les sondages, encore une fois de façon étroite. On est dans la marge d'erreur, c'est-à-dire on passe de finalement -3 à +3, +4. Il y a une certaine dynamique, mais cette dynamique, c'est vrai qu'elle a continué jusqu'au débat. En revanche, après le débat, ça s'est un petit peu tassé. Et là, Kamala Harris, finalement, elle a retrouvé son problème majeur, c'est qu'elle n'est pas vraiment comprise, connue de la part des Américains et elle n'est pas parvenue à imprimer, d'autant que Kamala Harris a eu un autre souci, c'est qu'elle n'est pas parvenue véritablement à se démarquer de Joe Biden. On l'a dit, Donald Trump a vraiment voulu faire une campagne contre Joe Biden et d'une certaine façon, il a réussi à récupérer ce flambeau, non pas une campagne contre Joe Biden, mais contre Kamala Harris. Ça a été finalement de se dire, écoutez, si vous êtes contre ce qui s'est passé sous les 4 ans de présidence Biden, vous devez être contre Kamala Harris, qui n'a pas osé d'une certaine façon se démarquer de Joe Biden, et ça explique un petit peu les quelques difficultés qu'elle a depuis environ 1 mois, et on en est là aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle on est revenu finalement à ce qu'est cette campagne depuis le début, c'est-à-dire, ça n'est pas vraiment une campagne positive pour des propositions, c'est une campagne qui est un référendum contre le candidat d'en face, c'est vraiment ce qui définit cette campagne, et c'est ce qui explique la violence très forte de cette campagne. C'est une campagne exclusivement négative, vous êtes contre Trump, vous êtes contre Kamala Harris, c'est la seule chose aujourd'hui qui se passe et ce qui explique qu'il n'y a pas de véritable proposition qui imprime dans l'opinion. Alors évidemment, aujourd'hui, on sait que voter peut se faire de différentes façons. Sébastien, le décompte de chaque vote est susceptible de prendre plusieurs jours et depuis plusieurs années, le vote anticipé par correspondance est de plus en plus plébiscité par les Américains. Il y a aussi le vote rural qui va compter dans cette élection. Est-ce qu'on peut faire un petit point ? Alors, vous avez parlé des 240 millions d'Américains qui sont appelés aux urnes. Vous en aurez sans doute 160 qui vont voter, mais sur les 160, au matin du 5 novembre, vous aurez sans doute environ les 2 tiers qui auront déjà voté. Donc, c'est très important de savoir qu'il y a énormément de votes anticipés
aux États-Unis, un vote par correspondance et un vote en personne anticipé. Donc, beaucoup d'électeurs américains ont déjà voté. C'est important de le savoir. Vous avez parlé des votes ruraux, c'est très, très important parce que ça va avoir un impact sur l'élection. Vous avez deux façons finalement de compter les votes. Vous allez avoir les votes en personne et vous avez les votes par correspondance. Ce qui va se passer la nuit du 5 novembre, vous allez avoir un certain nombre les voix qui vont d'abord être comptabilisées, c'est celle du vote en personne, et plutôt les votes ruraux, les votes des villes étant comptabilisés après. Pourquoi est-ce que c'est très important de parler de ça? Si les votes ruraux sont comptabilisés avant les votes des villes, qu'est-ce qui se passe? Ça bénéficie évidemment au camp républicain, parce que le camp républicain a plutôt tendance à voter en personne le jour même, le vote qui sont d'abord comptabilisés, et les votes ruraux. Donc pourquoi c'est important de le dire? Ça veut dire que dans les premières heures de la campagne, des résultats, vous allez sans doute avoir ce qu'on appelle un mirage rouge, c'est-à-dire que Donald Trump va être en avance. Il va être en avance dans les premières heures, c'est-à-dire qu'il va prendre une certaine avance, et ensuite, à partir du moment où le vote des villes et de la Californie vont arriver, c'est à ce moment-là où ça va se rééquilibrer. C'est important parce que, on l'a dit, c'est une campagne de vengeance pour la part de Donald Trump qui n'a jamais reconnu sa défaite de 2020. Il est fort possible que même si les choses tournent mal pour lui, ils ne le reconnaissent pas non plus. Voyant qu'il aura une avance sans doute dans les suffrages populaires au début, il devrait, en tout cas c'est mon pronostic et c'est beaucoup d'observateurs, il devrait déclarer sa victoire dans la nuit du mardi à mercredi en n'attendant pas, je dirais, l'ensemble des résultats qui seront comptabilisés au cours de la soirée. Donc ça va avoir une importance énorme. Il va sans doute déclarer sa victoire, je peux me tromper évidemment, mais vous pouvez imaginer que s'il déclare sa victoire, on est dans autre chose. On n'est pas dans un processus électoral classique, on est dans autre chose qui ouvre sans doute des contestations très fortes, peut-être des troubles, des violences, et c'est là où cette campagne n'est pas une campagne démocratique exactement comme une autre qu'on peut connaître en France ou en Israël. C'est la raison pour laquelle il y a énormément de tensions aujourd'hui à un jour du scrutin. Effectivement, nous ne sommes pas à l'abri de manifestations importantes dans des grandes villes comme New York et Los Angeles. Alors, pour parler aussi des communautés aux États-Unis, on a beaucoup parlé du vote juif, notamment aux États-Unis. D'ailleurs, est-ce qu'il existe ou pas, Sébastien? On sait que plus de 60% des juifs américains soutiendront Kamala Harris, malgré des soutiens très clairs affichés à Donald Trump, notamment dans certaines communautés juives orthodoxes. On a vu qu'un journal juif orthodoxe aux États-Unis prenait très clairement parti pour Donald Trump. Qu'en est-il ce matin? Est-ce que les choses ont changé depuis? Vous serez sans doute dans un étiage entre 65 et 70% du vote des Juifs américains pour Kamala Harris, mais c'est vrai que c'est intéressant quand on zoome un petit peu. C'est plutôt, je dirais, les Haredim, c'est plutôt 80-85% pour Kamala Harris. Alors là où ça devient intéressant, vous avez des gens qui deviennent maintenant experts des différences entre ultra-orthodoxes, parce que vous avez certains ultra-orthodoxes qui votent plutôt Kamala Harris. Vous avez en revanche, par exemple, les Satmar ou les Lubavitch qui sont plus conservateurs encore et plus à droite, qui eux vont plutôt voter pour Donald Trump. Mais globalement, je dirais que c'est 60-70% avec une énorme domination chez les Juifs libéraux et conservateurs, alors que chez les orthodoxes, chez ce qu'on appelle les orthodoxes modernes, c'est plutôt pour Donald Trump. Ça n'est pas un vote qui compte énormément. On en a déjà parlé à cette antenne. Il y a un État où ça pourrait jouer, c'est la Pennsylvanie. Vous entendez beaucoup parler de la Pennsylvanie en ce moment. Il y a environ 300 000 électeurs en Pennsylvanie. Ça pourrait jouer si à la fin ça se joue à 10-15 000 voix. Alors oui, peut-être le vote des Juifs pourrait compter. En tous les cas, les républicains comptent énormément dessus. Il y a une grande campagne à l'heure actuelle en Pennsylvanie auprès des Juifs républicains pour leur dire pour le seul vrai candidat qui soutient Israël, c'est Donald Trump. On peut évidemment contester cela, mais en tous les cas, c'est un vrai effort juif qui sont faits par les républicains dans l'État de Pennsylvanie. Eh bien, merci beaucoup. Merci Sébastien Lévy pour ces précisions ce matin sur Radio J. On continuera évidemment à parler de cette campagne plus qu'un jour désormais avant les résultats pour connaître le nom du ou de la future présidente des États-Unis. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que mercredi matin, nous serons en édition spéciale avec de nombreux invités experts de la situation. Nous serons notamment avec Louis Sarkozy, nous serons avec des représentants des Republican Overseas France et bien sûr avec Sébastien Lévy que vous retrouverez mercredi matin. À tout de suite.